ça empêche les entreprises de grandir, ça freine l'innovation et ça nous garde dépendants des États-Unis. Et parce que la taxe bloque la transaction, il n'y a pas eu d'activité économique. Donc, le gouvernement ne reçoit pas de revenus. Quelle ironie! Tout le monde perd. Un extrait de la vidéo mise en ligne par les conservateurs ce matin qui propose de reporter la taxe sur le gain en capital si les profits sont investis au Canada. C'est une mesure que l'on veut pour stimuler l'économie canadienne et pour répondre à la menace américaine. Alex Chantal-Michel, rebonjour. Ça nous est décrit comme un ajustement du message aujourd'hui, Michel. À quel point est-ce que les conservateurs ont besoin d'ajuster le message? Là? On a besoin de changer de message, pas de l'ajuster. C'est peut-être une très bonne mesure. C'est pas dans l'air du temps. C'est pas dans ce qui est le débat de cette campagne électorale. Comme d'aider les travailleurs qui habitent loin de leur lieu comme les nouveaux CELI. Il est parfait, sauf que c'est une très bonne campagne si elle a été pensée il y a un an, mais pas pour aujourd'hui. Et les conservateurs restent là-dedans comme s'ils étaient complètement absents du contexte général. Oui, j'entends. Je pense que l'image de la campagne là-dessus, jusqu'à présent, c'est l'image de M. Poilievre qui essaie de parler des tarifs sur l'automobile et de Donald Trump avec une immense affiche en dessous de son visage qui dit plus d'argent dans les CELI. Mm-hmm. C'est hors propos. Alors, ce que vous venez de montrer, ça illustre ce que les conservateurs tentent de faire, c'est-à-dire qu'ils ont rajouté des mots comme « ça nous rend plus faibles vis-à-vis les États-Unis ouais. » et là, ça y est, c'est au goût du jour. Mais malheureusement, ça prend plus que ça. C'est un problème pour M. Poilievre, parce que comment le chef de l'opposition officielle est censé se positionner dans le débat sur la relation avec Donald Trump, alors que Mark Carney est premier ministre, mais que d'autre part, lui ne peut pas vraiment attaquer Mark Carney. Les conservateurs ont essayé cette ligne-là en fin de semaine, de dire, vous voyez maintenant, on le sait, Trump appuie les libéraux parce qu'ils vont être un gouvernement plus faible. C'est tellement loin des préoccupations des électeurs qui sont inquiets. Ils ne veulent pas avoir un guerrier, ils veulent avoir quelqu'un qui réussit à s'entendre de façon constructive avec Donald Trump. Et ce message-là, il ne décolle pas. Alors, comment on s'en sort quand on est le Parti conservateur? Je ne le sais pas. Mais il y a une chose que je sais. Le Parti conservateur, l'équipe Poilievre, a dit à des conservateurs qui lui donnent ce message-là, on ne veut plus vous parler, rentrez chez vous. Et ça, c'est la dernière chose à faire parce que l'attente conservatrice est en train de devenir une tente pour deux personnes, la directrice de la campagne puis M. Poilievre. Oui. Alec, on a l'impression qu'on fait encore campagne en grande partie sur la campagne qui a été élaborée il y a 6, 7, 8 mois. On n'est plus là du tout, là, ça marche pas. Et le test ultime, c'est le 2 avril prochain. Moi, je pense qu'on aurait dû faire il y a longtemps le virage chez les conservateurs pour se ramener plus près de la question de l'urne. Ouais. Je parle de janvier, là, pas il y a 2 semaines. Au mois de janvier, on aurait dû le faire davantage que ce qu'on a fait. Il est tard. Il leur reste une fenêtre, celle du 2 avril, où là, on sait qu'il va y avoir des tarifs. C'est annoncé. On sait qu'il va y avoir une riposte du côté de Mark Carney. Il l'a déjà annoncé. Qu'est-ce que les conservateurs vont proposer? Qu'est-ce qu'ils feraient au pouvoir de différent? Qu'est-ce qu'ils vont donner comme réponse aux Canadiens en disant « Voici si Pierre Poilievre était premier ministre, comment on réagirait? » Si cette journée-là est pour eux, les conservateurs, une journée un peu comme une autre, avec quelques messages, là, on va se tenir debout, etc., cette question-là, ils seront plus crédibles pour la défendre pour le reste de la campagne. Il leur reste encore cette fenêtre-là la semaine prochaine. Parce que cette semaine, ils avaient l'occasion, encore une fois, de davantage montrer un Pierre Poilievre plus premier ministrable, si je peux dire, sur cette question-là, puis ça n'a pas fonctionné. Il en reste encore la semaine prochaine. Ils sont tellement accrochés à leur ancienne campagne, celle où ils gagnaient, on dirait qu'ils ne sont pas capables de décrocher. Et évidemment, le calcul, parce qu'il y en a un, c'est l'autre grand sujet, c'est le coût de la vie. Ouais. Donc, nous, on va frapper sur ce clou-là et ça va marcher. Ça demeure une préoccupation chez les électeurs. Oui, le problème, c'est que les sondages commencent à montrer que Mark Carney a beaucoup de points d'avance sur la relation canado-américaine sur Pierre Poilievre, mais là, les sondages commencent à montrer que Mark Carney rattrape ou a rattrapé Pierre Poilievre sur le coût de la vie. Donc, problème, et même après le 2 avril, on ne peut pas se substituer au premier ministre. Il y a beaucoup de choses qu'on peut reprocher à Pierre Poilievre, mais l'État, la dynamique dans laquelle il est pris, c'est pas lui qui l'a créé et il ne peut pas la changer. Il faudrait que Mark Carney soit vraiment nul pour que le discours électoral change à son égard. Sur le CV, sur les habits qu'il peut porter, il part avec cette longueur d'avance qu'on ne peut pas
lui arracher. Ouais. Puis c'est dur, Michel, parce qu'on a l'impression que M. Carney, le chef libéral, a un capital de sympathie auprès des électeurs canadiens où les gens le regardent, il a l'air à rassurer. Je ne dis pas que c'est le cas, mais l'impression, quand on parle, c'est très anecdotique, mais les gens à qui on parle sont prêts à passer par-dessus le français un peu bancal. On a tous, anecdotiquement, rencontré des gens qui sont soit des souverainistes convaincus, soit des conservateurs bleus tendus, qui disent « Oui, mais Carney, il n'est pas pire. » On le voit, on le sent. Il y a un côté rassurant chez M. Carney et il y a un côté premier ministre. Ce que M. Poilievre ne réussit pas à être. Il ne réussit pas à mettre l'habit du premier ministre. Il est toujours dans l'habit du chef de l'opposition. À un moment donné, d'une part, une élection, c'est pour choisir un premier ministre, mais surtout celle-ci. Et ça semble pas avoir percolé chez les stratèges conservateurs. Pourquoi encore la règle de Paul Wells, la 4e, quand on fait campagne pour... Pour être chef de l'opposition, on devient chef de l'opposition. C'est une règle qu'on voit à l'usure dans le moment. Bon. Là, évidemment, semaine 1 de la campagne, ça va bien, Alec, mais dans les faits, il y a encore des écueils potentiels. Oui. Les libéraux, ça avance bien, mais ça ne veut pas dire que la chose est réglée. Ça reste un chef fragile. C'est-à-dire que on l'a vu un peu, d'ailleurs, la semaine dernière. Au début de la semaine, c'est pas quelqu'un qui a encore toujours les bons réflexes, qui, parfois, en réponse, mâche un peu ses mots, des réponses un peu courtes, ce qui fait que là, on comprend pas ce qu'il veut dire vraiment. Des fois, des réponses trop longues, puis là, on se dit, ben là, il n'y a pas de clip là-dedans. Donc, c'est encore quelqu'un qui est à l'épreuve là, du feu. Là, et parfois, c'est plus difficile. Les débats vont être très importants pour lui. Si les attentes demeurent basses, ça va l'aider. Mais s'il est encore très en avance dans les sondages, les gens vont le regarder en se disant, bon, à quoi ça peut ressembler en débat? Donc, il y a encore beaucoup de temps à faire. Mais la petite passe d'armes avec Donald Trump vendredi a beaucoup rassuré de Canadiens. C'est-à-dire que soudainement, Donald Trump est devenu plus calme, plus respectueux. On n'était plus dans la liste des pays à ce point injuste là, qui profitait des États-Unis. Là, les gens se sont dit, bien, la grosse carte qu'on lui accorde, c'est celle de sa gestion avec Trump, et soudainement, il est peut-être capable de la gérer. Alors, si ça perdure dans le temps pendant le reste de la campagne, pour lui, c'est un gros avantage. Michel, l'idée de ne pas aller débattre, on parlait des débats là, qui vont être une étape importante, de mettre de côté le débat de TVA pour les libéraux, pour M. Carney, bonne idée, mauvaise idée? C'était pas une bonne idée, mais en même temps, le coût à payer ne sera pas si élevé. Ouais. Alors, je pense qu'ils ont fait le calcul que ça n'allait pas être un coût très élevé, puis ça n'allait pas durer très longtemps. Il n'y a plus personne qui parle de ça maintenant. Non, et en plus, faire le débat de TVA, ceux qui ont perdu le plus dans cette décision-là, c'est pas M. Carney, c'est le Bloc québécois et François Blanchet et accessoirement le NPD, Jack Meeting, parce que c'est eux qui ont besoin de plus de plateformes pour se faire valoir. Là, on le voit ce matin, on a parlé de Pierre Poilievre, on a parlé longuement de Mark Carney, à peu près pas des deux autres. Pourquoi? Bien, parce que c'est tellement une bataille pour qui va être premier ministre que leur discours existe, mais ils tombent un peu dans le beurre. Alors, eux, ils avaient besoin du débat de TVA, vraiment. Et c'est le calcul des libéraux. C'est pas seulement le français, c'est de se dire pourquoi on leur donnerait 2 heures d'antenne avec plus qu'1 million de téléspectateurs au Québec, alors que finalement, on peut argumenter qu'il y a autant de débats en français qu'en anglais, 1 et 1. Ouais. Est-ce qu'il y a nécessité pour M. Blanchette d'ajuster aussi son message? Parce que là, on a l'impression que lui aussi, c'est pénible. Là. Je trouve que François Blanchet fait une campagne tout à fait correcte. C'est-à-dire qu'il, par exemple, lorsqu'il était question des États-Unis, il a fait son annonce sur la gestion de l'offre. Oui. C'est une préoccupation au Québec, la gestion de l'offre, parce que dans les négociations, on va sacrifier une partie de la gestion de l'offre. Il parle aux régions, parle aux agriculteurs, a bien martelé lorsque le débat de TVA a été abandonné par les libéraux que c'était vraiment, il ne veut pas débattre en français. Il fait le travail qu'on attend des François Blanchet. Moi, je trouve qu'il y a tout à fait une campagne correcte au Bloc québécois. La difficulté, c'est de leur dire votez pour le Bloc alors que vous avez peut-être tendance à voter pour être au gouvernement. T'sais, vous avez envie de choisir le prochain premier ministre, mais votez quand même pour le Bloc en sachant qu'il ne sera pas au gouvernement. Ça a toujours été le talon d'Achille du Bloc. Mais quand on a une question existentielle comme la relation avec les États-Unis, c'est plus difficile encore de convaincre les gens d'aller voter avec cette valeur refuge-là. Et puis quand François Legault disait que les libéraux n'étaient pas sortables à la dernière campagne, il y avait pas mal d'électeurs au Québec qui ne voulaient pas voter conservateur, mais qui se disaient, dans ce cas-là, on va voter pour le Bloc. Ouais. Mais cette année, il n'y aura pas ce genre de dynamique-là. M. Legault ne dira pas que les libéraux ne sont pas sortables. On apprend de nos erreurs, hein? Oui, bien évidemment, il n'y a pas la dernière fois, ça n'a pas marché, puis cette fois-ci, il n'est pas populaire, ça marcherait encore moins, surtout que Pierre Poilievre, à la limite,
est plus polarisant au Québec que Aaron O'Toole l'était à l'époque. Ouais. Un mot sur Jog Meeting, la campagne du NPD. Michel, qui semble avoir de la difficulté. Écoutez, qui a de la difficulté. Dans une campagne où l'enjeu, c'est qui va être premier ministre, c'est toujours difficile pour le NPD, mais ce l'est encore plus cette année. Beaucoup de gens voient M. Singh littéralement sur sa dernière campagne électorale et il y a beaucoup de misère à être très pertinent. Oui, on peut parler du coût de la vie tant qu'on veut. À un moment donné, il y a quelque chose de plus... Dans le background de cette élection-là, il y a quelque chose de plus large et il n'est pas sur ces enjeux-là. Il nous reste 60 secondes rapidement. Qu'est-ce qu'on surveille cette semaine? Je commence avec elle. Le 2 avril. les tarifs, à quelle hauteur ils vont être, quel va être le discours de Donald Trump par rapport au Canada, est-ce qu'il y a une matière à négocier, pas matière à négocier. Ça va être la grosse journée de la campagne. Et qu'est-ce qui arrive si le Canada est exempté parce qu'on va négocier après la campagne électorale? Et à quoi carbure la campagne électorale de M. Carney après ça? Michel. M. Trump est tellement imprévisible que c'est la grosse journée, le 2 avril, parce que c'est le titre d'une de vos émissions à Radio-Canada, Tout peut arriver. Tout peut. On va surveiller le 2 avril. La journée de la libération aux États-Unis, c'est comme ça qu'il l'a baptisé. Ah oui, c'est vrai. Alors, ça pourrait cogner dur. On a hâte de voir à quoi ça va ressembler. Bon, on va surveiller ça cette semaine, 2 avril. On en reparle la semaine prochaine. Alex, Chantal, Michel, merci infiniment. Au revoir. Au revoir.